lex aeterna, la loi éternelle. À toi, citoyen du monde, héritier d'une histoire en suspens, toi qui sens que la vie est plus grande que ce qu'on t'a donné. À toi, dont le temps précieux a été volé et compté, dont la force de créer a été détournée. À toi, qui te lèves chaque matin avec le poids de cette chaîne que l'on nomme la dette et le goût amer de la pénurie que l'on t'a imposé. À toi, qui as tant de fois crié en silence, au fond de ton cœur, avec la certitude de ton âme, ce n'est pas cela, ma vie. Que ces mots soient pour toi, le miroir de Veritas, non pour te juger, mais pour te rappeler le sens sacré et vital de ce cri qui te soulève. Ce manifeste te révélera la valeur infinie et la puissance créatrice. Que la légion de l'oubli, cette architecture de la rareté artificielle qui échange ton énergie contre une survie limitée, a tenté d'ensevelir sous des millénaires de mensonges. Elle a voulu éteindre le feu sacré de Prométhée en toi, t'enseignant l'idée fausse que tu manques de tout, alors que tu es la source même de toute abondance. Ce livre est l'apprentissage du non, le refus total de la soumission, qui stoppe l'hémorragie de ton énergie, et de la puissance sacrée du oui, la déclaration de ton indépendance, qui pose les fondations concrètes d'un monde nouveau. Que ta souveraineté devienne ta loi absolue, ton or immuable, ta boussole intérieure. Car la vérité, Veritas, n'est pas un dogme à suivre. Elle est une lumière qui chasse l'obscurité du mensonge et elle reprend vie par ton action inviolable. Avertissement au lecteur. Clause de non-incitation. Ce livre est un manifeste littéraire et un guide de transformation personnelle. Les termes révolution, insurrection, guerre et autres métaphores similaires sont employés dans un sens strictement symbolique et philosophique, décrivant une transformation pacifique des consciences et des comportements. L'auteur, The Voice of Veritas, promeut exclusivement des actions légales, non violentes et constructives, notamment l'exercice pacifique des droits démocratiques et civiques, la transformation personnelle et collective par des moyens légaux, la consommation responsable, le droit au boycott, l'organisation citoyenne non violente. Toute interprétation appelant à la violence, à des actions illégales ou à la haine serait contraire à l'esprit de cet ouvrage et à l'intention pacifique de son auteur. La philosophie du Logos. Ce livre n'est pas une doctrine que l'on vous impose. Il n'est pas né d'une opinion humaine, mais de l'observation des lois inviolables du vivant. Il est neutre par nature. Il ne cherche pas à renverser les trônes des hommes, mais à affirmer la loi de l'ordre véritable, celle qui les transcende. Il rend obsolète tout dogme, toute idéologie politique ou économique qui exige le silence de votre conscience en échange d'une survie limitée. Il appartient à vous seul, à votre souveraineté intacte et à votre irréductible désir de liberté. Voici le Logos. La philosophie du Logos est l'affirmation audacieuse qu'un monde sans misère, sans guerre, sans manque, un monde où la dignité de la vie est l'unique règle, est notre état naturel et cosmique. L'abondance n'est pas une utopie, c'est la loi mère de l'univers, une force illimitée qui a été confisquée, endormie, puis oubliée. C'est le potentiel infini qui sommeille en chaque individu, attendant son éveil et sa discipline. Ne cherche pas ici de nouvelles chaînes de pensée, les dogmes, ni de douces illusions, les promesses politiques. Cherche la carte qui révèle ton territoire intérieur, le courage de voir et l'urgence d'agir. Car la liberté ne se mendie pas, elle se décide. L'abondance ne se reçoit pas comme un don, elle est la récolte inviolable de ton action. Prépare-toi. Ce livre est le miroir et le pacte qui vont briser les certitudes du manque. Il secouera tes fondations, embrasera ton imagination et réveillera en toi l'urgence de créer ta vie. Avec toutes ses cicatrices, ses luttes et tout ce qu'elle contient d'unique est l'inestimable chef-d'œuvre que ce monde attend. Lève-toi et incarne-le. Dès maintenant. Prologue, l'insurrection des consciences. Écoute, non pas avec tes oreilles. Écoute avec la fibre de ton être tout entier. Ceci n'est pas un livre, c'est un miroir révélateur. Et dans ce miroir, tu vas reconnaître la plus grande force de l'histoire humaine. Une armée enchaînée, endormie, mais irréductible. Elle est persuadée de sa propre impuissance. Cette force, c'est toi, c'est nous, les 99%. On nous a dépossédés, non pas de l'or ni des terres, mais de l'héritage sacré de notre dignité. On nous a confisqué notre droit de naissance à l'abondance.
On nous a convaincus que la vie est un combat mesquin où l'on doit se battre pour les miettes, tandis qu'une infime minorité s'accapare la table du festin. On t'a raconté une histoire, celle du manque inévitable. On t'a dit, c'est la loi de la nature. On t'a enseigné que la faim, la peur du lendemain et la précarité sont des lois immuables. C'est le plus grand hold-up intellectuel jamais perpétré contre la conscience humaine. La vérité, la voici, simple, brutale, libératrice. La rareté n'existe que dans les bilans de ceux qui la fabriquent et la vendent. Notre planète regorge de richesses. L'abondance est notre droit sacré, non leur privilège. Où est passée cette abondance? Elle est détournée, verrouillée, gaspillée par ceux qui ont érigé l'architecture de la rareté artificielle en doctrine et en loi du monde. Leur pouvoir ne réside pas dans les armes, mais dans la propagande de la peur. Leur arme la plus létale, c'est cette certitude qu'ils ont implantée dans ton âme. Tu n'y peux rien. Ce livre est un manuel de désintoxication de l'âme. Il dissoudra le poison de la soumission. La seule révolution véritable commence par un changement de regard radical. Nous hurlons, le Dieu marché est mort, car c'est une idole cruelle qui exige le sacrifice de notre temps de vie. Il est temps de créer nos propres lois, la dignité pour tous, l'abondance partagée et la solidarité comme fondation. Aujourd'hui, la plus haute sagesse est de questionner radicalement la réalité que l'on t'a forcé d'accepter. L'histoire prouve que le changement le plus profond ne vient pas par la violence, mais par le refus collectif et pacifique du mensonge. Notre force ne réside pas dans les armes, mais dans le retrait absolu de notre consentement. Leur empire est l'empire du mensonge. Notre force déterminée, c'est toi et tous ceux qui refusent d'obéir à l'injustice. Ton épuisement n'est pas une faiblesse, c'est une preuve spirituelle. La preuve que tu donnes ta valeur sans en recevoir le juste retour. Cette mécanique t'épuise à chaque instant. Ce vide, ce sentiment profond que ce n'est pas ça ma vie, c'est ton logos qui s'éveille. C'est ton humanité qui refuse de se soumettre au simulacre. Tourne la page si tu es prêt à voir. Tourne la page si tu es prêt à reprendre ce qui t'appartient. L'insoumission commence ici, maintenant. Nous sommes arrivés à la tension ultime de l'histoire. Le vieux monde, bâti sur le pillage et la propagande du manque, se fracasse contre les limites du réel et la colère lucide de milliards d'êtres humains. Ils peuvent tout acheter, les gouvernements, les médias, le luxe. Mais il est une chose qu'ils ne peuvent acheter, ton consentement. Le jour où les 99% diront non d'une seule voix, leur château de cartes artificielles s'effondrera. Non par la violence, mais par la logique. Il suffira d'une déconnexion collective et pacifique du récit de la rareté. Que se passera-t-il quand nous cesserons de croire à leur pénurie? Quand nous refuserons de nous battre pour les miettes de leur festin illusoire? Quand nous comprendrons que le vrai pouvoir n'est pas dans les mains qui tiennent l'argent, mais dans celles qui construisent, nourrissent, soignent et réinventent le monde? La carte du Logos. Ce livre est plus qu'une carte. C'est un plan de vol pour naviguer à travers les ruines du passé et poser les fondations d'une nouvelle ère. Comprendre l'architecture invisible de la domination et l'illusion de la rareté. Désapprendre l'obéissance et détruire les mythes qui nous enferment. L'incarnation du Logos, construire l'abondance souveraine dans la coquille de l'ancien monde. Tu n'as pas besoin de devenir un héros de légende. Tu as juste besoin de redevenir toi-même. Un être humain debout, conscient de sa valeur, relié à la puissance de la collectivité. La question n'est plus de savoir si ce système économique s'effondrera. Il est déjà obsolète. La seule vraie question est, que bâtirons-nous sur ces cendres? Allons-nous laisser une nouvelle élite, les 1%, réécrire les mêmes règles sous un autre visage avec une autre doctrine? Ou choisirons-nous, pour la première fois dans l'histoire, de construire une civilisation fondée non sur l'exploitation de l'homme par l'homme, mais sur l'épanouissement de l'humanité tout entière? Le choix est entre tes mains, dans ton esprit, dans ton courage et dans ta détermination absolue. Le futur n'est pas une sentence, c'est une création en attente. Et les outils pour le façonner sont déjà là. Dans tes choix, chaque jour, chaque heure, chaque décision. Ce livre est le plan stratégique. Tourne la page si tu es prêt à affronter la vérité. Tourne la page si tu es prêt à arrêter d'obéir.
Tourne la page si tu es prêt à poser la première pierre de ta libération totale. L'insoumission est un pacte. Maintenant que tu as le plan, ton serment commence. Rien ne sera plus comme avant. Chapitre 1. Le voile de la rareté artificielle. Le cri de l'âme. Mon frère, ma sœur, toi qui lis ces lignes dans le silence, arrête-toi. Pose ce livre un instant. Ferme les yeux et écoute. Écoute ce murmure qui monte du cœur battant de la terre. Ce n'est pas le vacarme des crises, ni le fracas des marchés financiers. C'est un son plus profond, plus ancien, la vérité qui perce le silence. C'est la voix de ton âme qui, sous la peur, affirme « Mon destin a été volé ». Il y a un voile qui recouvre le monde. Un voile tissé de mensonges, de peurs ancestrales, de preuves truquées. On l'appelle la réalité. On l'appelle la vie. Mais son vrai nom est le voile de la rareté artificielle. La croyance toxique que nous avons acceptée comme une loi gravée. Il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. La grande schizophrénie planétaire. Chaque matin, à l'heure où ton réveil sonne, une réalité parallèle, silencieuse et violente, se déploie. Une réalité que le système a tout intérêt à te cacher. Scène 1, 6h06. Dans un village où la terre est craquelée, un enfant ouvre les yeux. Sa première sensation n'est pas la caresse du soleil, mais un creux dans son ventre, un vide qui hurle. Son corps apprend la géométrie de la faim avant même de connaître l'alphabet. La faim est son premier professeur, lui enseignant une leçon terrible. Le monde est un lieu de manque. Scène 2, 6h06. Dans une cuisine aux lumières douces, une main jette à la poubelle des fruits trop mûrs, du pain de la veille. Cette nourriture, qui pourrait sauver une vie, est condamnée au déchet. Le geste est anodin, rapide, automatique. L'indifférence est devenue le symptôme d'une économie malade. Ce contraste n'est pas un drame fatal. C'est une équation sciemment truquée. C'est le résultat d'une volonté froide et méthodique qui transforme l'abondance en injustice structurelle et la vie en simple marchandise jetable. Regardons la mécanique du crime dans toute son horreur. En Afrique, des terres sont confisquées pour l'extraction de minerais. La richesse est siphonnée, laissant les peuples dans une pauvreté entretenue. Ce n'est pas de la pauvreté, c'est du pillage. Le vol de notre présent et de notre futur, légalisé par l'indifférence. En Amazonie, la forêt est rasée. La terre, mémoire des peuples, devient une simple ligne dans un bilan comptable. La vie est détruite pour le profit. Aux États-Unis, le pays où les rêves dorment dans les voitures, le rêve américain est devenu le cauchemar du plein emploi sans logement. Les autoroutes sont les nouveaux cimetières de la dignité. Pendant que les gratte-ciels s'illuminent pour les milliardaires, des familles cachent leurs enfants sous des couvertures. Ceci n'est pas un échec social. C'est l'exécution parfaite du principe de rareté, quand tout devient un privilège, même l'abri, même le droit d'exister. L'aliénation devient totale. L'obscénité des milliards. Parlons d'une richesse si vaste qu'elle devient une maladie morale. Pendant qu'un agriculteur endetté ne peut plus se payer un morceau de viande, le compte d'un seul homme atteint l'équivalent du PIB de nations entières. Ce n'est plus du capital, c'est un trou noir financier qui absorbe la valeur vitale et la dignité du monde. L'accumulation n'est pas une réussite, c'est un crime contre l'humanité et contre l'intelligence. La preuve que l'ordre économique mondial ne dysfonctionne pas, il fonctionne, exactement comme il a été conçu, pour concentrer le soleil dans les mains d'une minorité et laisser le reste du monde dans les ténèbres. Regarde autour de toi. Écoute ce silence, ce bourdonnement sourd qui répète sans cesse. Crise, manque, dette, austérité. Ces mots sont des sorts jetés sur la conscience collective. Historiquement, l'esclavage n'a jamais reposé sur le manque de travail, mais sur l'imposition psychologique de l'infériorité. La pénurie est la version moderne et élégante de cette chaîne. En nous inondant de dettes, d'hypothèques et d'angoisses, ils ont privatisé le futur. Ils ont transformé la survie en course sans fin et fait croire que la liberté est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Le poids invisible qui nous écrase. Même dans le sanctuaire illusoire des pays dits riches, le venin de la rareté coule. La génération la mieux éduquée de l'histoire se heurte à un mur de béton. Des loyers qui flambent, une dignité transformée en monnaie d'échange toxique. Combien de nos aînés s'éteignent lentement,
non par manque d'amour, mais parce qu'ils craignent d'allumer un radiateur. Les architectes de la rareté artificielle font de la fin de vie un chantage mortel. Aujourd'hui, même en travaillant sans relâche, beaucoup ne savent plus s'ils tiendront jusqu'à la fin du mois. Leur récompense pour l'effort? L'humiliation. Ils doivent emprunter pour payer leurs factures ou se nourrir mal pour survivre. Ta lutte n'est pas la preuve de ta faiblesse, c'est la preuve de la violence de leur architecture économique. Ce n'est pas toi qui échoues, c'est le système qui t'écrase méthodiquement. Regarde bien ton budget. Regarde cette facture glissée sous ta porte. Ce n'est pas un simple papier. C'est un message direct de l'architecture de la peur. Une main invisible t'impose un dilemme. Choisis ton renoncement. Choisis entre ton logement et ta nourriture. Choisis entre l'avenir de tes enfants et ton confort élémentaire. Payer la structure ou payer ta dignité. Cette pression te pousse à fuir, à t'isoler, à t'éloigner de tes liens sociaux. C'est la preuve qu'une minorité contrôle même la respiration économique du monde. Le prix du sang. Combien vivent avec cette terreur froide au ventre? Combien savent que tomber malade est devenu un tirage au sort financier? Le droit de se soigner n'est plus un droit sacré. C'est une transaction qui exige la ruine. Dans certaines régions pillées, les blessés doivent eux-mêmes acheter leur fourniture médicale. C'est la preuve que les architectes de la rareté ont transformé le soin en mendicité armée. Mon père en est la preuve. Un homme qui a travaillé dur toute sa vie. Sa récompense? La peur de ne pas pouvoir payer son traitement. Il est mort, non de la maladie seule, mais de la condamnation financière. Voilà ce que coûte le mensonge de la rareté. Voilà le prix du silence. Et ce prix est payé avec notre sang. Le refus de l'esclave. La vérité est là. Simple, brute, libératrice. La rareté n'est qu'un mensonge. La planète produit assez pour nourrir 10 milliards d'êtres humains. Et pourtant, les règles du jeu sont truquées pour que, au lieu de partager l'abondance, nous organisions le manque. Le mal a un nom, la crématistique, l'art pervers de faire de l'argent stérile avec l'argent. On t'a inculqué la morale de l'esclave. N'espère pas au-delà de ta condition. Contente-toi de tes miettes. Ne lève jamais les yeux. Alors je te pose la question. Vas-tu continuer à marcher tête basse? À offrir ta vie, ton temps, ta valeur sur l'autel du profit de ceux qui te maintiennent dans la peur? Derrière ce voile se cache une vérité qu'ils redoutent plus que tout. Tu n'es pas faible. Ta fatigue est la preuve de ta force. Tu n'es pas seul. Nous sommes l'armée silencieuse, les 99%. Tu n'es pas condamné. Ton pouvoir s'appelle conscience. Et ta liberté, ton logos qui se réveille. Tourne la page. Le temps du refus est arrivé. Le pacte du logos. Ne lis pas ce livre pour rêver. Lis-le pour agir. Transforme la connaissance en pouvoir, la peur en courage, la colère en solidarité. Le voile de la rareté est levé. Tu as vu les chaînes. Maintenant, forge l'outil de ta libération totale. Mon frère, ma sœur, voici notre serment de souveraineté. Je refuse d'être un spectateur de ma propre vie. Je refuse de me soumettre aux règles inhumaines des architectes de la peur. Je promets d'être un architecte de la nouvelle Terre. Le futur n'attend pas. Il commence avec toi, ici, maintenant. Le champ de bataille t'appelle, mais il n'est pas extérieur. Il est en toi, car comprendre le piège, c'est déjà commencer à s'en libérer. Chapitre 2. La prison invisible. Quand notre vie devient leur capitale. Mon frère, ma sœur, toi qui as levé le voile est tombé. Tu as découvert l'architecture du crime. La rareté n'est pas un hasard de la nature. C'est une arme invisible, conçue pour dominer. Du dossier médical refusé au droit de dormir dans sa propre voiture aux États-Unis, la violence a un nom, l'architecture de la rareté artificielle. Mais si cette architecture repose sur l'esclavage, où sont les chaînes? Où sont les gardes? Où sont les murs? Ils sont invisibles. Ils ne sont pas en métal, mais faits de temps, de chiffres et de peur. La prison n'est pas autour de toi, elle est en toi. 6h30, l'instant exact. Un signal traverse la planète, un son strident, implacable, universel dans le monde moderne, l'alarme du réveil. Ce signal n'est pas une simple notification, c'est le coup de sifflet qui lance la course quotidienne de la survie. Des milliards de corps se redressent, tirés de l'obscurité du sommeil vers l'urgence de la productivité.
Dans les tours de Tokyo, les HLM de Paris, les usines de Détroit, les quartiers de Casablanca, les favelas de Rio. Le même mécanisme s'enclenche. Ce n'est pas le soleil qui commande le jour, c'est le compte à rebours de l'extraction. Regarde-toi dans le miroir. Tu crois être libre. Mais si tu écoutais attentivement, tu entendrais le cliquetis d'un engrenage. La première chose que tu donnes chaque jour, ce n'est pas ton argent. C'est ton temps. Ton temps. Ta richesse absolue, irremplaçable. Et les architectes de la rareté artificielle ont trouvé le moyen de le transformer en capital pour d'autres. Ils te vendent le mythe du temps libre comme récompense, alors que chaque seconde de ton existence devrait t'appartenir. La question est simple. Comment avons-nous accepté de vendre notre vie au rabais? Dans ce chapitre, nous allons désactiver le poison qui nous a convaincus que notre valeur se mesure à notre productivité, notre dignité se monnaie en salaire. Notre liberté est une dette que nous paierons jusqu'à la fin. Nous allons identifier les outils de la domestication moderne, salaire, crédit et illusion du choix. Maintenant que nous avons vu les chaînes, examinons comment elles sont forgées. Partie 1. L'extraction. Quand notre temps devient leur or. La première chaîne autour de ton poignet est simple, le travail salarié. On t'a dit que le travail était dignité, effort, mérite. C'est faux. Le travail tel qu'il est conçu aujourd'hui est la première chambre de la prison invisible. Il n'exprime pas ton talent. Il est l'outil le plus efficace jamais inventé pour soustraire ta valeur vitale. Pour comprendre ce mécanisme froid, pas besoin des salles de conférence des PDG millionnaires. Installons-nous à côté d'une femme qui incarne cette violence silencieuse. L'histoire d'Athéna. Les 20 secondes qui déterminent une vie. Voici Athéna, 33 ans. Caissière dans une grande enseigne mondiale. Son réveil sonne à 5h45. Dans la pénombre, avant le café glacé et le bus, elle attrape seulement l'angoisse. Ne pas être assez rapide, ne pas finir le mois, que son corps déjà usé la lâche. Sa journée se déroule à la vitesse d'un tapis roulant, au sens propre comme figuré. 8 heures, 2000 clients, 1000 sourires forcés, 10 millions de clics. Le travail d'Athéna est un miracle de l'efficacité du mécanisme de l'extraction. Entièrement quantifiable et dépersonnalisé. Son temps est découpé en tranches de productivité. Un scanner par seconde, une interaction par client, 20 secondes par panier. 20 secondes pour décider si son existence est rentable. Tu achètes des produits, tu penses au prix en euros. Athéna, elle, paie en temps de vie. Son travail génère pour le PDG une valeur 10, 100 fois supérieure à ce qu'elle touche. Équation brutale de l'extraction. Valeur créée par Athéna. Salaire versé à Athéna et profit net des architectes. Ce delta, cette plus-value, est le cœur du système économique mondial. Il n'est pas le fruit d'un génie entrepreneurial. Il est la part non rémunérée de sa vie. Chaque minute où Athéna est assise à vous servir, une infime partie de son énergie, de son attention, de sa force vitale est purement volée. Athéna rêvait d'être paysagiste. Elle passait des heures, enfant, à dessiner des jardins explosants de couleurs. Son salaire, il ne lui permet pas de prendre des cours du soir, et encore moins d'ouvrir un commerce. Son énergie, le soir, est consumée par la fatigue et la gestion des factures. Son rêve a été converti en temps de présence obligatoire pour une multinationale. Ses mains, qui rêvaient de terre et de graines, tapent des codes-barres. Athéna n'est pas payée pour son intelligence, sa résilience ou sa capacité à gérer l'incivilité. Elle est payée pour sa disponibilité mécanique. Elle est un rouage interchangeable, un coût variable facilement délocalisable ou remplaçable par un scanner automatique. Si Athéna passait son temps à fabriquer des objets d'artisanat ou à cultiver un marché local, elle capterait la quasi-totalité de la valeur qu'elle crée. Le système salarié la force à échanger son travail contre un chèque qui ne représente qu'une fraction de cette valeur. Cette mécanique n'est pas réservée aux caissières. Elle est la loi d'airain de l'usine à temps humain. Témoignage croisé. Soltan, 48 ans, ouvrier spécialisé. Il parle de robotisation. Mais moi, je suis le premier robot. Chaque jour, je répète le même geste, 400 fois par heure. Des heures qui s'étirent, des journées qui se ressemblent. Mon corps a une obsolescence programmée bien avant la machine que je nourris de mes gestes. Il me paye juste assez pour revenir demain. Pas assez pour me soigner, pas assez pour respirer, juste assez pour ne pas mourir.
Je ne suis pas un robot. Je suis un être humain qu'on a programmé pour se taire et continuer jusqu'à l'usure. Rachel, 36 ans, infirmière de nuit. Je vois la valeur de mon travail dans les yeux des patients que j'aide. Mais quand je regarde mon compte en banque, je vois la valeur que la société m'accorde. Rien. On nous appelle héros pendant les crises. Mais derrière ces applaudissements, il n'y a rien pour nous. Pas assez pour nourrir nos enfants. Pas assez pour soigner nos familles. Pas assez pour dormir. Ils ont privatisé la santé, mais pas l'argent. Ils ont mis un prix sur notre empathie, et il est dérisoire. Et pourtant, demain, je reviendrai au travail, car je n'ai pas le choix. Elle m'a dit 40 ans, cadre supérieur. Même avec un costume et un café cher, je suis pris au piège. Je donne l'illusion à mon équipe que l'ascension est possible, mais derrière ce masque, je passe mes soirées seul à répondre à des emails. Je regarde mes enfants grandir, et je ne les vois jamais vraiment. Ma prison a des murs dorés, et pourtant je suis enfermé. Chaque euro que je reçois, chaque avantage, est le prix de mon âme. C'est ma caution pour rester disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La richesse est volée, pas créée. Le mythe fondateur des architectes de la rareté artificielle est que la richesse est créée par l'audace de l'entrepreneur. C'est faux. La richesse est créée par l'effort collectif, la sueur, l'intelligence technique et le temps de vie des Athéna, Soltan, Rachel et El Mehdi. La plus grande richesse du monde n'est pas le pétrole ou l'or, c'est l'énergie humaine. Et l'engrenage mondial a mis en place un mécanisme légal pour siphonner cette énergie. Le salaire n'est pas ta récompense. C'est ton narcotique de survie, juste assez pour te maintenir en vie, payer tes traites et te ramener au poste le lendemain. Ce n'est pas un contrat équitable. C'est un échange de ta vie contre une permission de survivre. La prison invisible ne se résume pas à l'exploitation au travail. Cette exploitation est juste la première étape. Elle génère la valeur. La deuxième étape est de s'assurer que tu n'accumules jamais cette valeur pour t'affranchir. Il faut que tu la remettes dans la machine de l'extraction et de la crématistique. Et c'est là qu'intervient le deuxième grand outil de la prison, le second verrou. La consommation, la dette. Partie 2. Le second verrou, la consommation et la dette. Ton temps de vie a été échangé contre un salaire, l'extraction. L'argent atterrit dans tes mains. C'est la preuve de ton sacrifice. Mais avant même que tu n'aies le temps de respirer, l'architecture de la rareté artificielle déploie son filet. Le système a horreur de l'épargne. L'épargne, c'est le choix. Le choix, c'est la liberté. Et la liberté est la mort du système d'extraction. Ton argent doit retourner là où il a été généré, dans les poches des architectes. C'est le rôle du second verrou, le cycle infernal de la consommation forcée et de la dette. L'obsolescence morale. Le piège est psychologique et matériel. On t'a programmé à valoriser l'avoir sur l'être, l'apparence sur l'essence. C'est le triomphe de la crématistique, où l'âme est réduite à un panier de consommation. Regarde autour de toi, mon frère, ma sœur. Chaque objet que tu achètes n'est pas fait pour durer. Il est conçu pour être jeté. C'est l'obsolescence programmée des machines, étendue à l'obsolescence morale de ton corps et de ton esprit. Le téléphone, l'ordinateur, la voiture, ils lâchent, non pas par accident, mais par design. Tu ne peux pas réparer, car la pièce est plus chère que l'appareil neuf. C'est un vol légalisé qui te force à racheter ta survie sans cesse. Mais le pire n'est pas le produit. C'est le prix que tu paies pour le simple droit d'exister. Le loyer, l'emprunt, le droit de dormir sous un toit, le besoin le plus fondamental de l'humanité, est devenu ta rente éternelle versée aux architectes. La compensation de l'âme. Tu es épuisé par l'extraction, ton temps est mort. Que te reste-t-il? La seule chose qui te fait sentir vivant un instant, l'achat, la nourriture, l'écran. Ces dépenses ne sont pas un plaisir, elles sont l'anesthésie nécessaire pour supporter la douleur de ta vie volée. L'architecture de la rareté artificielle ne te vole pas seulement ton argent, il te vole ta capacité à t'affranchir, à respirer, à penser. Il t'interdit l'accumulation d'un capital qui te permettrait de dire non. La dette, le monstre qui dévore ton futur, c'est le chef-d'œuvre des architectes de la rareté artificielle. La dette, le crédit à la consommation, l'emprunt immobilier, le prêt étudiant et la servitude moderne. Quand tu t'endettes, tu ne reçois pas d'argent.
Tu vends ton temps de vie futur aux créanciers. Tu signes un contrat qui garantit que le mécanisme de l'extraction de la partie 1 ne s'arrêtera jamais. Tu n'as plus le droit de t'arrêter, plus le droit d'échouer, plus le droit de changer d'avis. Le spectre de l'huissier, la peur de la rue, l'humiliation sociale sont tes nouveaux geôliers invisibles. Témoignage choc. Kenza, 30 ans, employée de bureau. Quand j'ai eu mon premier prêt étudiant, je me suis sentie grande, responsable. J'ai signé pour mon rêve. 10 ans plus tard, la dette, c'est la seule chose qui me soit restée de ce rêve. Elle me suit comme une ombre, plus fidèle que n'importe quel ami. Quand je touche mon salaire, la moitié s'en va avant même de toucher mon compte. Ce n'est pas mon loyer, ce n'est pas ma nourriture. C'est le passé qui m'étrangle et le futur qui m'est déjà interdit. Je n'ai jamais connu le sens du mot libre. Je ne suis pas payé pour mon travail. Je suis payé pour mon remboursement. Emmanuel, 45 ans, père de famille. J'ai pris un crédit à la consommation sur 5 ans pour acheter une voiture allemande d'occasion. J'avais besoin de montrer à mes collègues que j'étais quelqu'un. Devant l'école de mes enfants, je me sentais fier. Mais chaque mois, quand la traite tombe, je vois mon futur se rétrécir. J'ai échangé 5 ans de sérénité pour 2 minutes de fierté. Cette voiture ne m'appartient même pas. Elle appartient à la banque. Je suis son chauffeur endetté. La dette est l'instrument de l'esclavage parfait. Tu es ton propre gardien. Tu te lèves à 6h30 non par ambition, mais par la terreur des échéances. Tu payes pour tes chaînes. Les intérêts sont le prix de ton silence, le coût de ton futur volé. Tu travailles pour un capital que tu n'as pas encore et qui est déjà mangé par le temps. C'est la boucle parfaite, le chef-d'œuvre de la rareté. Le système te maintient constamment débiteur et occupé, te faisant croire que ta servitude est ta faute et que ton esclavage est ton choix. Tu n'es pas pauvre parce que tu n'as pas assez d'argent. Tu es prisonnier parce que tu as trop de dettes et trop peu de temps. C'est la plus grande violence. On te vend ta propre prison sous le nom de liberté de consommer. Mais ce piège ne peut tenir que par une seule chose, ton ignorance. Partie 3. La chaîne d'or. La dette, esclavage moderne. Si l'exploitation du travail est le siphon qui vide tes poches et la consommation le leurre qui vide ton âme, alors la dette est l'outil de verrouillage qui scelle ta prison pour des décennies. La dette est l'arme de contrôle la plus sophistiquée de l'histoire, car elle ne requiert ni fouet ni chaîne physique. Elle opère dans le silence des bureaux et la froideur des taux d'intérêt. Elle est la traduction monétaire de l'obéissance future. Quand tu t'endettes, tu ne reçois pas de l'argent. Tu vends ton futur temps de vie à l'avance. Et le prix de cette vente est le maintien permanent de ton statut de producteur docile et apeuré. L'histoire de Fernande et Angelino. Pour la plupart d'entre nous, la dette a un visage et un nom. Elle a l'odeur du neuf et le goût amer des échéances. Pour Fernande, 32 ans, esthéticienne, et Angelino, 34 ans, ouvrier. Elle a pris la forme du rêve occidental. Un appartement propre, lumineux, acheté il y a 5 ans dans un quartier sécurisé. Ils ont fait ce que la société leur a ordonné de faire pour être dignes. Travailler, économiser, se priver et enfin s'endetter. Ils ont injecté toutes leurs économies dans la compte. Leur dette immobilière est de 300 000 € sur 25 ans. Le jour de la signature, c'était la fête. Ils pleuraient de joie. Ils étaient enfin chez eux. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'ils venaient de signer un contrat qui leur garantissait l'esclavage jusqu'à leur retraite. Ils sont esclaves non pas de la banque, mais du chiffre qui tombe chaque mois. Chaque matin, le réveil ne sonne plus seulement pour aller travailler. Il sonne pour payer le mur. Leur couple n'est plus lié par l'amour ou les projets, mais par une contrainte économique mutuelle et terrifiante. Ils sont unis dans la peur de l'échec. Leur peur de perdre leur emploi n'est plus la peur du chômage. C'est la peur de perdre le fruit de 5 années de labeur, la peur de voir leurs enfants changer d'école, la peur de l'humiliation publique. Cette peur est le véritable intérêt perçu par l'architecture de la rareté artificielle. C'est le lubrifiant qui maintient la productivité d'El Mehdi, la disponibilité de Rachel et le silence de Soltan. Fernande et Angelino ne peuvent pas se plaindre. Ils ne peuvent pas changer de carrière. Ils supportent les horaires abusifs, la mauvaise gestion et les patrons toxiques. Pourquoi?
Parce que le mur coûte 1 500 € par mois et ce mur est plus puissant que leur dignité. Regarde ton propre logement. Si tu es locataire, la dette d'un autre te paie un toit. Si tu es propriétaire, ta dette t'a donné un toit, mais elle t'a pris ton pouvoir de choisir. L'endettement des populations n'est pas un phénomène nouveau. Il est la réinvention la plus subtile et la plus totale du contrôle. Historiquement, l'esclavage était coûteux. Il fallait acheter, nourrir, loger et surveiller l'esclave. L'esclave moderne, grâce à la dette, est une opération à coût zéro pour le maître. L'esclave moderne se surveille lui-même. La peur de la saisie immobilière ou du défaut de paiement est son propre gardien de prison. Il paie pour sa propre captivité, les intérêts, et finance les profits de ses maîtres, les banques et les actionnaires. Considère les dettes étudiantes. Elles ne sont pas un investissement dans l'avenir. C'est un verrouillage de la jeunesse. La dette est si lourde que la jeune diplômée doit immédiatement prendre un emploi sous-payé juste pour payer les intérêts. On lui a vendu le diplôme comme une libération, alors qu'il n'est que le premier maillon d'une chaîne financière qui la rend redevable à vie. Carte de crédit revolving, est la manière la plus rapide de transformer une pauvreté temporaire en esclavage permanent. Les taux d'intérêt, souvent exorbitants, garantissent que le débiteur paiera jusqu'à 3 fois le prix de l'objet initial. C'est le prix de l'impatience, exploité par la machine. L'effet le plus dévastateur de l'endettement massif n'est pas économique, il est cognitif et émotionnel. Fernande et Angelino ne calculent plus en termes de plaisir, mais en termes de risque. Toute nouvelle initiative, changer de carrière, prendre une année sabbatique, monter un projet personnel, est immédiatement écrasée par la question: est-ce que cela met en danger le remboursement? La dette devient un filtre noir sur l'existence. Elle rend la créativité dangereuse, l'audace irresponsable. La seule vertu récompensée est la stabilité routinière. La dette te dit: reste petit, reste docile, ne rêve pas au-delà de ta capacité à payer. Cette pression constante crée le stress permanent dont nous avons parlé. C'est l'anxiété chronique de ne jamais être à l'abri, le sentiment que le sol peut se dérober à tout moment. Cette anxiété, comme un brouillard chimique, diminue la capacité à penser de manière critique et à s'organiser collectivement. Un homme endetté ne se révolte pas, il travaille. La crématistique a besoin de cette terreur discrète. Car si Fernande et Angelino étaient libres de dettes, ils pourraient se permettre de dire non à leur patron. Le pouvoir de dire non est la seule vraie monnaie de la liberté. Et c'est cette monnaie que la dette a confisquée. Pendant que Fernande, Angelino, Emmanuel, Kenza et des milliards d'autres paient les intérêts de leur peur, une question plus sinistre se pose. Qui a créé ces dettes? Et quand cette construction de papier s'est-elle effondrée, révélant le crime aux yeux du monde? Pour voir le système économique mondial dans sa nudité criminelle, il faut revenir sur le moment où la machine s'est grippée, où les architectes de la prison ont été forcés de montrer leur jeu. Il faut revenir à l'autopsie d'un crime parfait, 2008. Partie 4, autopsie d'un crime parfait. 2008 est la preuve du faux. Nous avons vu les chaînes autour d'Athéna, de Soltan, de Kenza, de Fernande et Angelino. Mais qui les a forgées? Et surtout, qui a écrit la loi qui permet de les porter sans révolte? Pour le savoir, il faut remonter à l'année où l'économie mondiale a été contrainte de se dénuder. 2008. Ce n'était pas une crise. C'était le moment où les mécanismes cachés se sont révélés au grand jour. En 2008, l'économie mondiale s'est effondrée, non pas à cause d'un virus ou d'une guerre, mais à cause d'un produit financier appelé subprimes et des produits dérivés. Rendons cela simple. Les banques avaient prêté de l'argent pour l'achat de maisons à des gens comme Fernande et Angelino, mais aussi à des emprunteurs insolvables, les subprimes. Elles ont ensuite pris ces milliers de dettes, les ont mélangées à des dettes saines et les ont emballées dans des paquets appelés CDO, obligations adossées à des créances. Imaginez que vous mélangez des pommes pourries avec des pommes saines, puis que vous peignez la boîte en or et lui donnez l'étiquette AAA, la meilleure note possible. Les banquiers ont vendu ces boîtes toxiques à d'autres banques, à des fonds de pension et à des investisseurs du monde entier, sachant pertinemment que les pommes pourries allaient contaminer toutes les autres. Le capitalisme financier avait permis des pratiques douteuses à grande échelle.
favorisée par la déréglementation et des notations financières parfois excessivement optimistes. L'éclatement. Protéger les structures, sacrifier les citoyens. Quand le marché immobilier s'est effondré, les prêts ont cessé d'être remboursés et les paquets toxiques sont devenus des ordures financières. C'était la faillite assurée pour les banques. À ce moment-là, l'architecture de la rareté artificielle a révélé son cœur de pierre, la protection des structures financières avant celle des vies humaines. Le sacrifice du peuple. Des millions de familles comme Fernande et Angelino, qui, elles, payaient peut-être correctement, ont vu leur maison saisie ou leur épargne détruite. L'argent, la sueur et le temps volé à Athéna et Soltane ont été balayés en quelques semaines. Les gouvernements occidentaux agissant sous la pression des banques ont mobilisé des plans de sauvetage, les bailouts, d'une ampleur inédite. Des milliards d'argent public, l'argent des contribuables, l'argent de ton travail, ont servi à sauver les banques de l'effondrement qu'elles avaient elles-mêmes provoqué. C'est la révélation du paradoxe. Si l'architecture de la rareté artificielle était réellement fondée sur la responsabilité et le libre marché, les institutions financières qui avaient pris des risques excessifs auraient dû en assumer les conséquences. Au lieu de cela, les règles ont été adaptées en urgence, créant un précédent. Ceux qui avaient le plus contribué à la crise n'en ont pas supporté le coût. Le message était clair, brutal et définitif. Les profits sont privés, mais les pertes sont socialisées. Les acteurs financiers à l'origine des mécanismes ayant conduit à la crise ont majoritairement été protégés, et beaucoup ont perçu des récompenses substantielles grâce à l'argent public. Seules quelques exceptions ont échappé à l'impunité générale, mais l'écrasante majorité des décideurs n'a jamais eu à répondre de ces actes devant la justice. L'arnaque parfaite n'est pas celle qu'on ne détecte pas, mais celle que le capitalisme a rendue légale, tout en étant financé par ceux qui en subissent les conséquences. La crise de 2008 n'était pas un accident de parcours. C'était la charte fondamentale de la prison invisible, imprimée en lettres de sang et d'encre. La finance s'est transformée en casino truqué, où les règles sont écrites par les joueurs les plus riches, et où la seule chose certaine est que si tu perds, tu paies. Et s'ils perdent, tu paies encore plus. Partie 5. Les blessures invisibles. Mes frères, mes sœurs, l'architecture de la rareté artificielle nous a volé notre temps, notre valeur, notre futur. Elle a prouvé qu'elle peut faire ce qu'elle veut et s'en sortir impunément. Mais quel est le coût intime de cette prison? Quel est le prix que notre âme paie pour ce capital? La réponse est gravée dans l'épidémie silencieuse qui ronge nos sociétés. L'explosion du burn-out, de la dépression, de l'anxiété chronique et du suicide. Le burn-out n'est pas une faiblesse personnelle. Le burn-out n'est pas une fatigue passagère. C'est l'état où l'esprit dit « je ne peux plus donner ma vie pour une valeur que je ne recevrai jamais ». C'est le corps d'Athéna et de Soltane qui se brise après avoir été traité comme une machine remplaçable. C'est le signal d'alarme de l'âme. L'architecture de la rareté artificielle t'a fait croire que si tu es stressé, c'est que tu n'es pas assez résilient. C'est le mensonge le plus cruel. Le problème n'est pas que tu manques de force. Le problème est que le capitalisme t'épuise intentionnellement. Le manque de sens est la raison simple de la montée de la dépression. Tu es réduit à une fonction dans une machine que tu méprises, travaillant pour des profits qui ne te bénéficieront jamais, obligé de consommer ce que tu n'aimes pas. Ton humanité, ton besoin de créer et de contribuer de manière significative est systématiquement nié. C'est pourquoi l'infirmière Rachel craque au milieu de la nuit. Elle est là pour sauver des vies, pour donner le soin, l'amour et l'empathie. Mais l'architecture de la rareté artificielle, obsédée par les chiffres, la surcharge et la sous-paie, lui vole la capacité d'être humaine dans son propre travail. Elle tombe malade non pas à cause de la difficulté, mais à cause du conflit entre son âme et la machine. L'isolement est la dernière arme de la prison. L'endettement isole Fernande et Angelino. La compétition permanente isole El Mehdi, le cadre. L'épuisement isole Kenza. Quand tu es seul et épuisé, tu ne peux pas voir que ta douleur est collective. Tu crois que c'est une défaillance personnelle, une honte que tu dois cacher. Nous avons touché le fond. Nous avons vu l'extraction. Nous avons vu l'aliénation.
Nous avons vu le piège de la dette, nous avons vu la preuve du crime en 2008 et nous avons senti la douleur au plus profond de nous. Mais cette douleur n'est pas un point final. Elle est le carburant de la révolte. Elle est la preuve que tu es encore vivant, que ton âme refuse le contrat d'esclavage. La prison est invisible, mais la clé pour la déverrouiller existe. Elle réside dans la compréhension que ta souffrance est un message. Conclusion du chapitre 2, le grand réveil. Nous avons traversé l'enfer. Nous avons mis un nom sur la douleur sourde, sur la fatigue chronique, sur l'anxiété qui te réveille à 3 heures du matin. Nous avons vu comment l'esclavage a été modernisé. Ce n'est plus une chaîne en fer, mais une triple chaîne en salaire de survie, en dopamine de consommation et en peur de la dette. Tu as vu le visage d'Athéna, épuisé à la caisse. Tu as entendu la colère silencieuse de Soltane sur sa chaîne de montage. Tu as compris que l'épuisement de Rachel n'était pas un défaut personnel. Tu as vu comment Kenza et Emmanuel ont échangé leur futur contre un plaisir éphémère. Tu as vu Fernande et Angelino signer leur liberté pour un mur. Et tu as vu les architectes de la prison, les banquiers de 2008, s'en sortir avec nos milliards. Toute ta vie, on t'a vendu le mensonge de l'ascension individuelle. On t'a dit « travaille plus fort, sois plus résilient, consomme mieux, économise ». On a transformé ta pauvreté en un échec moral personnel. C'est un mensonge grotesque. Comment peux-tu gagner au Monopoly quand la banque possède toutes les propriétés, mais aussi les dés, la règle et le plateau lui-même? Ce livre n'est pas un appel au désespoir. Il est un acte d'accusation pour transformer ta honte en colère. La honte, c'est ce qui te fait rester silencieux et seul. La colère, c'est ce qui te pousse à l'action collective. Ta colère est juste, légitime, et elle est la seule monnaie que l'architecture de la rareté artificielle ne peut pas dévaluer. La prison est invisible, mais la clé est là. Les architectes de la rareté artificielle te tiennent par ton besoin. Le besoin de te loger, de te nourrir, de te soigner. Il ne t'a pas demandé d'être riche, il t'a ordonné d'être dépendant. Mais la plus grande faille de cette prison invisible est entièrement dans notre consentement silencieux. La clé pour déverrouiller ta cellule n'est pas dans un nouvel emploi, pas dans une application de budget, pas dans un nouveau gourou de la self-help. Elle est dans la compréhension radicale que la valeur que tu crées n'a rien à voir avec le salaire que tu reçois. Imagine un instant que toutes les Athéna, tous les Soltanes, toutes les Rachel disent non en même temps. Non aux heures supplémentaires gratuites. Non à la consommation compulsive. Non à la peur de la dette. L'architecture de la rareté artificielle s'effondrerait en une semaine. La vérité est la seule arme capable de démanteler cette prison. Nous avons terminé le diagnostic, nous avons nommé le mal. Maintenant, il est temps d'apporter le remède. Le chapitre 3, plan de bataille. Il s'agit de reprendre ce qui nous a été volé, notre temps, notre valeur, notre liberté. Il s'agit de refuser le contrat d'esclavage. La question n'est plus « Pourquoi suis-je en prison ?» La question est « Comment sort-on et quand commençons-nous » Tu es éveillé. Maintenant, il faut s'organiser. La clé, c'est la reconquête de notre temps, de notre valeur et de notre pouvoir de dire non. Étape concrète du plan de bataille. Désactiver la peur de la dette en traquant et éliminant les dettes toxiques qui siphonnent ton futur. Reprendre 5 heures par semaine pour toi, non pas pour consommer, mais pour construire ton temps de valeur. Lancer ta microproduction. Transformer une compétence que tu possèdes déjà en source d'indépendance, même modeste au début. Tisser ton filet de sécurité en recréant de l'entraide et de l'échange autour de toi. Tu n'as pas besoin de devenir un héros. Tu as besoin d'un plan. Et le voici. Chapitre 3. Le manifeste de la valeur. Les 7 règles de l'affranchissement. Tu as fermé le chapitre 2 en tremblant. C'est normal. Tu as mis un nom sur la douleur sourde, sur l'exploitation invisible. Tu as reconnu que ta fatigue n'est pas une faiblesse personnelle, mais le résultat d'un contrat truqué. Tu as vu la triple chaîne, salaire, consommation et dette, et compris pourquoi l'architecture de la rareté artificielle a besoin de toi épuisé, isolé et endetté. Le diagnostic est posé. Nous sommes le 99%, et nous sommes les esclaves modernes du temps. Mais ce livre n'est pas un mémorial de notre souffrance. Ce n'est pas une thérapie, c'est un appel aux armes.
Si la prison est invisible, la clé de la serrure l'est aussi. Et cette clé, c'est ta valeur. L'architecture de la rareté artificielle nous a appris à vendre notre temps pour survivre. L'affranchissement commence lorsque tu fais le serment radical de vendre ta valeur pour prospérer. Ce qui va suivre n'est pas un conseil de gestion budgétaire, c'est un manifeste de rupture. C'est le guide pour désactiver les 3 chaînes de la prison invisible, pas à pas. Nous allons transformer ta rage en discipline et ta douleur en liberté. Chacune des 7 règles qui suivent est un coup de marteau contre les murs de ta cellule. Ces règles exigeront courage et sacrifice, mais le prix de l'esclavage est infiniment plus élevé. Fais ce serment maintenant. Je reprends mon temps. Je reprends ma valeur. Je reprends mon pouvoir de dire non. Je suis réveillé et je ne dormirai plus jamais. Nous commençons par l'acte de souveraineté le plus fondamental, la reconquête de l'unité de compte la plus précieuse de ton existence. Règle 1. La reconnexion au temps. Ton temps n'est pas à vendre. La première chaîne qu'on t'a passée au poignet, c'est le salariat. L'échange de ton temps vivant contre un salaire de survie. Pour briser cette chaîne, tu dois d'abord changer ta perception de l'heure. Ton temps n'est pas renouvelable. Chaque minute donnée à la machine de l'extraction est une minute retirée à ta vie, à tes rêves, à tes enfants. L'architecture de la rareté artificielle t'a vendu une illusion, le temps libre. Mais ce temps n'est pas à toi. C'est le temps de recharge que l'on t'accorde pour que tu puisses retourner à la chaîne demain. C'est le temps que tu passes à consommer, à scroller, à payer tes factures, à récupérer juste assez pour ne pas t'effondrer. L'affranchissement commence ici, en transformant ce faux temps libre en temps de valeur. Le temps de valeur, c'est toute heure que tu consommes en conscience pour te libérer. C'est le temps que tu dépenses à 1. Réparer ton corps et ton esprit. Sommeil profond, respiration, sport, silence, méditation, repos sans écran. 2. Apprendre et créer ta compétence de survie. Maîtriser un outil. Développer un artisanat. Lancer ta microproduction. 3. Renforcer ton immunité face à l'architecture. Cultiver un jardin. Réparer au lieu d'acheter. Tisser des liens communautaires solides. L'échelle de l'affranchissement. Pour l'esclave moderne à 2 emplois, le temps de valeur n'est pas l'heure de création. C'est l'heure de sommeil profond volé à l'épuisement. C'est l'heure d'échange humain avec un voisin, pour respirer, pour se rappeler qu'on existe. Le premier pas n'est pas de créer plus. Le premier pas, c'est d'accepter moins de fatigue. Pour Athéna, la caissière, cela signifie refuser l'heure supplémentaire. Ce n'est pas un acte de paresse, c'est un acte de souveraineté. L'argent qu'elle gagnerait ne compensera jamais la fatigue qui l'empêche d'apprendre, d'aimer, ou simplement d'avoir la force de tendre la main à son voisin. Ton premier acte de souveraineté. Ton premier acte de liberté n'est pas de produire. C'est de protéger ta capacité à te reposer, à penser, à te connecter, parce qu'un être épuisé n'est pas libre, il est programmable. Ton temps de valeur est l'investissement le plus risqué et le plus rentable de toute ton existence. Action immédiate. Trouve 2 heures par semaine que tu gaspilles en recharge passive. Réseaux sociaux, télévision sans but, plainte, distraction. 2 heures pour la règle 3, le serment de l'autosuffisance, ou pour la règle 7, l'entraide collective. Ce n'est pas une option. C'est le premier acte de désarmement de la machine qui t'exploite. Si tu n'as pas le temps, c'est que l'architecture de la rareté artificielle te l'a déjà volé. C'est le moment de le reprendre, minute après minute, heure après heure, vie après vie. L'interdiction de la haine de soi. La deuxième chaîne de la prison, c'est la consommation, et elle n'est rendue possible que par une seule chose, ton vide intérieur, ton insécurité, ta haine de toi-même subtilement cultivée. L'architecture de la rareté artificielle ne vend pas des produits. Elle vend des pansements pour une blessure qu'elle a elle-même infligée. Elle te vole ton temps et ta valeur, règle 1, puis te dit « tu n'es pas assez bien, ton corps n'est pas assez beau, ta vie n'est pas assez excitante, ton succès n'est pas assez grand ». Notre monde n'est pas seulement basé sur l'exploitation, il est basé sur la haine orchestrée. L'architecture de la rareté artificielle a besoin de ta haine de soi pour que tu cherches à compenser par l'achat. Mais ta douleur est trop grande pour être contenue par un simple t-shirt.
Alors, le mécanisme te donne une porte de sortie, externaliser ta haine. On nous a éduqués, hypnotisés et manipulés à nous détester, et par extension, à détester l'autre. Le chômeur est détesté car il n'est pas un esclave productif. Il te rappelle que tu pourrais tomber et en le détestant, tu sanctifies ta propre prison. L'immigré est détesté car il est présenté comme celui qui va voler ta part du gâteau, un gâteau imaginaire que tu n'as jamais eu. Le voisin est détesté car il t'oblige à une course sans fin au statut. La voiture d'Emmanuel, la mode de Kenza. Quand tu te sens puissant face aux géants de la finance et aux injustices systémiques révélées par la crise de 2008, il est psychologiquement plus facile de pointer du doigt un bouc émissaire visible, créé par le capitalisme lui-même. L'architecture de la rareté artificielle t'isole, puis te donne la permission de haïr un autre isolé. La colère qui devrait être dirigée contre le PDG et l'actionnaire est soigneusement déviée vers la personne à côté de toi dans le bus ou dans ton quartier. C'est le plus grand chef-d'œuvre de la manipulation sociale. L'interdiction de la haine de soi est l'acte de souveraineté psychologique. Tu dois déclarer la guerre à toutes les sources qui te font sentir inadéquat. Tu dois te reconnecter à ta propre valeur pour arrêter d'avoir besoin de boucs émissaires. Action immédiate. Guerre contre l'écran. 1. Désarme l'écran. Commence par une semaine sans réseaux sociaux passifs. Ne consomme plus de vie idéalisée. Remplace ce temps par le temps de valeur de la règle 1. 2. Identifie le moteur de l'achat. Chaque fois que tu as envie d'acheter un objet non essentiel, arrête-toi et demande-toi, quel vide cet objet est-il censé combler? Le vrai besoin n'est jamais le produit. Le vrai besoin est le repos, le sens ou la connexion. 3. Refuse l'équivalence. Ancre en toi cette vérité. Ta valeur n'est pas monétaire. Elle n'est pas mesurable par les possessions. 4. Réintègre le collectif. La prochaine fois que tu ressens de la colère contre un autre membre du 99%, un collègue, un chômeur, un immigré, force-toi à nommer le vrai coupable, l'actionnaire invisible. 5. Trouve l'empathie. La douleur de ton voisin, son insécurité, sa pauvreté sont le reflet de la tienne. Nous sommes tous dans la même prison. Le jour où tu arrêteras de détester ton propre reflet, l'autre, tu te libéreras du moteur de la consommation et de la division. Quand tu arrêtes de vouloir ce que l'architecture de la rareté artificielle veut que tu veuilles, tu cesses d'être un consommateur efficace. Quand tu cesses d'être un consommateur efficace, tu sabotes la deuxième chaîne et tu détruis l'arme de la division. Règle 3, le serment de l'autosuffisance, microproduction. La première chaîne, le salariat, t'a appris à vendre ton temps. La troisième règle est le contre-feu absolu. Ne vends plus jamais ton temps, vends ton produit. L'affranchissement ne consiste pas à devenir riche, mais à devenir indépendant du salaire de survie. Ton objectif n'est pas de quitter ton emploi demain, mais de le transformer en un choix, et non en une nécessité vitale. Le serment de l'autosuffisance est le lancement de ta propre microproduction. Qu'est-ce que la microproduction? C'est le fait d'utiliser ton temps de valeur. Règle 1. Pour créer des produits ou services qui ont une valeur directe et dont la quasi-totalité du profit te revient. Athéna rêve de paysagisme? Son temps de valeur doit être consacré à concevoir des petits jardins en 3D ou à vendre des boutures rares. Soltan est un expert en mécanique de précision. Il doit vendre son expertise en tutoriel ou en service de réparation d'outils complexes le week-end. Le génie de cette règle est double. Quand tu vends ton produit, tes idées, ton art, ton service, ton savoir-faire, en direct, la plus-value qui était volée par l'actionnaire revient intégralement dans ta poche. Tu remplaces le travail vide et aliénant, comme compter 400 gestes par heure, par une activité qui a du sens, de la fierté et de la compétence. C'est le vrai remède au burn-out de Rachel et à la dépression généralisée. Action immédiate. Fais l'inventaire de tes compétences souterraines. Ces choses que tu fais naturellement bien et que le salariat ne te permet pas d'exprimer. Choisis-en une et engage-toi à y consacrer tes 2 heures de temps de valeur hebdomadaire. Ton travail n'est plus ton revenu unique. Il devient ton soutien logistique pendant que tu construis ton île de liberté. Quand tes revenus de microproduction couvriront ne serait-ce que 10% de tes dépenses mensuelles, tu auras déjà reconquis un immense pouvoir sur ton patron.
Règle 4. L'extinction de la dette toxique. La troisième chaîne, la plus implacable, c'est la dette. C'est l'esclavage moderne parce qu'elle te force à hypothéquer ton futur temps de vie. Elle te vole ton plus grand pouvoir, le pouvoir de dire non. Un Angelino ou une Fernande libre de dette pourrait quitter son emploi toxique du jour au lendemain, démarrer son propre projet ou s'organiser avec ses collègues. Mais attaché à un remboursement de 1 500 par mois, il est paralysé par la peur. Le serment de l'affranchissement exige une guerre totale contre la dette, mais une guerre stratégique et impitoyable. Tu dois regarder ta dette, non pas comme une obligation financière, mais comme une arme braquée sur ta liberté. La dette toxique est celle qui finance ton aliénation et ne génère aucune valeur. Elle doit être éradiquée avec la même urgence qu'un cancer. C'est le sang que tu saignes chaque mois pour financer ta propre misère. Crédit à la consommation, l'illusion manuelle. Ces prêts ne sont pas des services, ce sont des appâts. Ils te font vivre la fiction d'une vie que tu n'as pas encore construite en échange d'intérêts usuraires. Le coût réel de la voiture d'Emmanuel n'est pas son prix. C'est le nombre d'années où il doit se taire face à un patron abusif. C'est le prix de sa dignité confisquée. Ces mécanismes ne sont pas une aide. Ils sont l'outil ultime de l'asservissement des pauvres. Ils garantissent que toute tentative d'échapper au cycle sera punie par des taux d'intérêt qui transforment ta pauvreté temporaire en esclavage permanent. Chaque euro d'intérêt est une minute de ta vie volée à l'actionnaire pour l'avoir laissé jouer avec ta survie. Désactive-les, coupe-les, brûle-les. Ton objectif est simple, stopper l'hémorragie. Tu dois traiter l'argent que tu as gagné par ta microproduction, règle 3, et tes économies, règle 2, comme une arme dédiée à la destruction de tes chaînes. La rage ciblée, boulet de neige, arrache tous les revenus supplémentaires et dirige-les sur la dette la plus faible. Non pas parce que c'est le plus intelligent mathématiquement, mais parce que c'est le plus psychologiquement brutal. L'extinction rapide d'une petite dette est une victoire psychologique nécessaire. C'est la première barrière de la prison qui tombe. Une fois la première dette pulvérisée, son ancienne mensualité ne retourne pas dans le cycle de consommation. Elle est immédiatement réinvestie et ajoutée au remboursement de la dette suivante. C'est la force brute de l'accélération. Chaque victoire nourrit la suivante. Ce n'est pas un remboursement, c'est la frappe chirurgicale qui sabote la structure de contrôle. Ta première victoire est le bélier qui va forcer l'ouverture de toutes les autres portes de ta prison. Si un prêt n'est pas directement lié à un actif qui prend de la valeur, comme le prêt immobilier de Fernande et Angelino, qui est le dernier combat, il est toxique. Le but n'est pas de vivre sans dette, mais de vivre sans peur. Le prêt immobilier doit être la dernière chose à craindre. Quand tes revenus de microproduction sont assez stables pour couvrir ta traite, tu regagnes l'autonomie. La liberté n'est pas le zéro dette. La liberté est l'absence de peur. Chaque euro libéré est un pas vers le pouvoir de dire non à ton patron, à la machine et à l'esclavage. Règle 5. Le système D, le refus de la dépendance. L'architecture de la rareté artificielle ne te contrôle pas seulement par l'argent, elle te contrôle par ta dépendance logistique et technique. Tu es devenu impuissant, tu ne sais plus réparer, tu ne sais plus cultiver, tu ne sais plus vivre sans le supermarché et les services payants. Le système D de l'affranchissement est la reconquête de la compétence et de la solidarité locale. C'est un bouclier contre l'extraction. Fais le serment de réparer avant de remplacer. L'architecture de la rareté artificielle a besoin d'objets jetables et de consommateurs ignorants. Apprends les bases. Changer un pneu, réparer un robinet, coder un site simple. Chaque réparation est une victoire contre le cycle de consommation, une heure de travail épargnée. La richesse des multinationales repose sur l'abonnement mensuel, l'extraction par micro-dettes régulières. Passe au crible tes abonnements numériques, services et applications. Combien servent ton temps de valeur? Règle 1. Combien sont des outils de ta haine de soi? Règle 2. Coupe tout ce qui ne sert pas directement ta libération. L'armée du 99%. L'architecture de la rareté artificielle t'isole pour te rendre faible. Brise l'isolement en créant des réseaux d'échange. Ta voisine Rachel sait coudre, ton ami Soltan sait réparer les moteurs. Toi, tu peux enseigner ta compétence.
Un système d'échange local est une économie parallèle qui ne paie pas d'impôts aux actionnaires et qui nourrit le seul lien qui nous sauvera, l'entraide. Chaque compétence reconquise est une assurance contre la peur. Moins tu as besoin de l'architecture de la rareté artificielle, moins ton patron peut te contrôler. Règle 6. Le contrat de non-agression. Négocier sa vie, pas son salaire. La 6e règle est pour ceux qui, comme elle m'est dit, le cadre, sont piégés par l'illusion du haut salaire, ou pour ceux qui, comme Athéna, doivent rester dans le salariat par nécessité. Le but n'est pas de devenir le président-directeur général. Le but est de te faire payer le maximum de ton temps pour le minimum de ton stress. Les architectes du voile. L'architecture de la rareté artificielle valorise la présence, la loyauté de l'esclave, plus que l'efficacité. Fais ton travail brillamment et efficacement. Puis rends-toi invisible. L'heure supplémentaire passée au bureau est une offrande au capital, pas un acte de productivité. Entraîne-toi à dire non aux demandes qui dépassent ton contrat ou qui empiètent sur ton temps de valeur. La seule raison pour laquelle tu acceptes, c'est la peur de perdre ton emploi. Et ta dette, règle 4. Chaque fois que tu dis non sans conséquence, tu gagnes en confiance. C'est l'entraînement de ton pouvoir de souveraineté. Tu ne travailles plus pour l'ambition de l'actionnaire, tu travailles pour ta liberté. Utilise ton travail comme un tremplin logistique pour la seule chose qui compte, la construction de ton autonomie. Règle 7. L'alliance du 99% de l'individu au collectif. Conformément à l'avertissement général de cet ouvrage, les termes suivants s'inscrivent dans une démarche de transformation pacifique et légale. Tu as réparé ton âme, tu as désactivé tes dettes, tu as commencé à construire ta valeur, tu es fort. Mais une personne forte est encore une cible. Une armée de forts, c'est la fin du jeu. Le dernier mensonge de la prison, c'est de te faire croire que tu es seul. Nous avons vu la puissance de la haine externalisée, règle 2. Maintenant, nous devons activer la puissance de l'amour mutuel et de la solidarité d'action. L'alliance du 99% commence quand nous sortons de l'isolement et réalisons que la douleur de Soltan, de Kenza, d'Emmanuel est notre douleur. Utilise ton temps de valeur, non seulement pour ton projet, mais pour aider ton voisin à lancer le sien. Si tu sais coder, aide Angelino, l'ouvrier, à créer un site pour son service de réparation. Si tu es bon en gestion, aide Fernande, l'esthéticienne, à gérer ses comptes. Pour ceux que l'architecture de la rareté artificielle retient le plus fort, le premier coup de marteau n'est pas individuel. Il est l'alliance. L'échange d'une heure de garde contre une heure de réparation automobile est une micro-production du peuple qui ne demande aucun capital, juste de la confiance. L'affranchissement ne commence pas par un compte en banque, mais par un numéro de téléphone, celui du voisin, qui peut t'aider à rompre ton isolement logistique. L'entraide est le seul capital du 99%. Le succès de ton voisin n'est pas une menace, c'est l'expansion de ta propre liberté. Cesse d'être un consommateur passif et deviens un boycotteur actif. Identifie les entreprises qui exploitent les gens comme Athéna et refusent d'y laisser un seul centime. Ton argent, l'énergie de ta vie, ne doit plus financer ta propre misère. L'organisation locale. La grande alliance commence par la micro-alliance de ton quartier. Crée des groupes de soutien pour l'affranchissement. Partagez vos compétences, vos outils, vos forces. Organisez des banques de temps où la valeur n'est pas l'euro, mais l'heure de service rendu. L'architecture de la rareté artificielle est une guerre entre les actionnaires et le temps de vie. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre seuls. Le moment est venu de transformer la colère en architecture du changement. Tu as les règles, tu as la rage, tu as l'évidence de ton pouvoir. Conclusion du chapitre 3. L'adieu au sommeil. Nous avons terminé le manifeste. Tu es entré dans ce chapitre avec les chaînes invisibles du salariat, de la consommation et de la dette autour de toi. Tu en sors avec un plan de bataille et la vérité en toi. Nous t'avons demandé de faire 3 choses radicales. Reprendre ton temps, vendre ta valeur, refuser la haine. Tu vas échouer. Tu vas rechuter dans la consommation. Tu vas paniquer face à ta dette. Tu vas vouloir reprendre tes vieilles habitudes. Mais l'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec est une étape de l'affranchissement.
L'important, c'est que tu te relèves, que tu te rappelles ce serment et que tu recommences. Ce livre ne te promet pas la richesse. Il te promet une chose plus précieuse et plus rare que tout l'or du monde, la souveraineté sur ta propre vie. Le jour où tu quitteras ton emploi par choix, sans peur, sans colère, mais par une décision froide et stratégique, ce sera le plus beau jour de ton existence. La prison est vide. Elle n'attend plus que toi pour y retourner. Mais tu as les clés. Le plus dur est fait. Le diagnostic est posé. Le plan est écrit. Maintenant, regarde au-delà des murs, au-delà de la bataille. À quoi ressemble la vie après le grand réveil? Que feras-tu de ta liberté? Chapitre 4. L'architecte du nouveau monde. Introduction. Le chantier de la liberté. Tu as tourné la page. Les chaînes sont à tes pieds, brisées. La prison invisible n'est plus qu'un souvenir, un cauchemar dissipé par la lumière crue de la conscience. Mais une question se pose, plus vertigineuse encore que toutes les autres. Maintenant que tu es libre, que vas-tu faire de ta liberté? Saboter le vieux monde était nécessaire, mais ce n'était que la moitié du combat. La vraie révolution ne consiste pas seulement à dire non, elle consiste à dire oui à quelque chose de plus grand, de plus vivant, de plus juste. Ce chapitre n'est pas un manuel de survie, c'est un appel à devenir architecte. Non pas l'architecte de ta seule vie, mais celui d'un monde nouveau qui germe déjà dans les fissures de l'ancien. Nous passons de la résistance à la création, de la peur à la souveraineté, de l'individu affranchi à la communauté résiliente. Le sabotage était notre acte de naissance. La construction sera notre héritage. Partie 1. Les 3 piliers de la souveraineté personnelle. La liberté ne se donne pas, elle se construit. Et toute construction digne de ce nom repose sur des fondations inébranlables. Premier pilier, le pilier économique. Ta microproduction n'était que la première semence. Maintenant, fais-la grandir en un écosystème. La diversification stratégique. Une source de revenus autonome est une liberté. 3 sources sont une forteresse. Exemple, ton salaire te nourrit, ton projet parallèle t'émancipe et ton investissement te protège. Identifie des compétences complémentaires. Si tu sais réparer des vélos, services, vends aussi des pièces détachées, produits, et propose des formations en ligne, savoir. Crée un réseau de valeur autour de ton noyau de compétences. N'investis plus dans les produits de l'ancien monde, actions spéculatives, marché opaque. Investis dans ton outil de production, dans ta formation, dans des actifs tangibles, un atelier, des outils durables, un morceau de terre. Chaque euro investi en toi est un euro qui ne financera jamais ta propre prison. La sortie progressive. Ton emploi salarié n'est plus une fatalité, c'est une option. Utilise-le comme tremplin financier. Fixe-toi un objectif clair. Exemple. Quand mes revenus autonomes atteindront 50% de mes besoins, je réduirai mon temps de travail de moitié. C'est une désertion stratégique, silencieuse et irréversible. Deuxième pilier, le pilier biologique, le corps, première forteresse. L'architecture de la rareté artificielle a besoin de toi fatigué, mal nourri et dépendant des médicaments. Un corps sain est un acte de rébellion. La gestion de l'énergie, nouvelle monnaie. Ton temps est précieux, mais ton énergie est divine. Un architecte épuisé ne construit que des ruines. Établit des protocoles non négociables. 7 à 8 heures dans l'obscurité totale. C'est pendant le sommeil que ton cerveau consolide ton identité nouvelle. Mange pour nourrir ton système nerveux, pas pour calmer ton anxiété. Chaque repas est un acte politique contre l'industrie agroalimentaire. Marche, cours, respire. Non pour performer, mais pour redevenir présent. Troisième pilier. Le pilier psychologique. Forger un esprit inébranlable. Ils ne peuvent plus te contrôler par la dette ni par le salaire. Leur dernière arme, c'est ton mental. La souveraine indifférence. Apprends l'art du détachement. Le regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on, la honte de l'échec, tout cela appartient à ton ancienne prison. Un architecte ne maudit pas le problème. Il le mesure, il le redessine. Un échec n'est qu'un plan qui attend une révision. La curiosité radicale. Sois un apprenant éternel. Apprends une nouvelle compétence chaque année.
L'architecte qui cesse d'apprendre ne construit plus que des ruines du passé. Partie 2. L'échelle supérieure. La souveraineté collective. Ta liberté personnelle est une victoire, mais elle reste fragile tant qu'elle ne s'enracine pas dans celle des autres. Un homme libre au milieu des chaînes finit toujours par retomber avec elle. C'est le moment de construire des libertés qui se relient, pas des solitudes qui se défendent. Première brique, les cellules de résistance économique. Le temps des héros solitaires est terminé. Le futur n'appartient plus aux génies isolés, mais à ceux qui s'unissent. Regroupe-toi avec des gens simples, mais décidés. Un informaticien fatigué de nourrir les géants du web. Une infirmière qui veut soigner sans protocoles absurdes. Un artisan qui veut créer sans intermédiaire. Un jeune perdu qui veut apprendre autrement. Ensemble, créez votre micro-coopérative. Pas une entreprise classique, mais une tribu économique consciente. Pas de patron, pas d'actionnaire, juste des êtres libres qui produisent autrement. Ces cellules sont les premiers organes vivants d'un nouveau corps économique. Et plus elles se multiplient, plus l'ancien système s'effondre. Deuxième brique, les réseaux d'entraide concrète, l'économie du don et du contre-don. Le monde t'a appris à tout acheter. Nous devons réapprendre à nous offrir. Les banques du temps, 1 heure de ton savoir vaut 1 heure du mien. Cours de guitare contre dépannage auto, aide aux devoirs contre jardinage. La valeur humaine reprend sa juste place. Pourquoi 100 familles possèdent 100 perceuses qui dorment à la cave? Une seule suffit, partager. La propriété excessive est un fardeau. L'accès partagé est une libération. Chaque fois que tu donnes, que tu échanges, que tu aides, tu fissures le mur invisible du système marchand. Troisième brique, la grève du consentement, le retrait stratégique. Notre arme la plus puissante n'est pas la violence, c'est le refus. Le jour où des millions d'humains cesseront de nourrir la bête, elle s'effondrera d'elle-même. Ne cherche pas à tout boycotter. Choisis quelques symboles. Une grande banque, un géant de l'agroalimentaire, un réseau social toxique. Retire-leur ton argent, ton attention, tes données. Un boycott isolé est une goutte d'eau. Des millions de gouttes font un raz-de-marée. Le refus de la haine, c'est la plus grande des résistances. Car tant que nous nous déchirons entre victimes, les maîtres dorment tranquilles. L'ennemi n'est pas en bas. Il est au sommet, derrière les logos et les dividendes. Conclusion. L'alliance des simples. Les puissants n'ont pas peur des riches. Ils ont peur des gens ordinaires qui s'organisent. Quand la caissière, le livreur, le professeur, le maçon, le programmeur et la mère seuls décident qu'ils n'obéiront plus, alors le système s'éteint. C'est ça, la souveraineté collective. Des millions de volontés qui refusent d'être des rouages, des millions d'âmes qui choisissent d'être le moteur. Et ce jour-là, le monde ne sera plus dirigé par la peur, mais par la conscience. Partie 3. Incarner le futur. Dès maintenant. Le nouveau monde n'est pas un rêve. Il prend racine ici, dans nos mains, nos choix, nos gestes quotidiens. Ne demande plus quand le changement viendra-t-il. Le changement, c'est toi, dès aujourd'hui. Vis selon les valeurs du monde que tu veux voir naître. Partage, répare, organise, inspire. Chaque cercle, chaque échange, chaque acte de bonté est une graine de souveraineté. Raconte une nouvelle histoire. Les mots sont des sorts. Change ton récit. Ne parle plus de crise mais d'abondance. Ne parle plus de peur mais de solidarité. Ne parle plus de ruine mais de renaissance. Deviens un phare. Ta vie libre est un message silencieux. Les gens ne croient pas les discours, ils croient les visages apaisés. Quand on te demandera « Comment fais-tu pour rester calme dans ce monde qui s'écroule ?» Tu souriras et tu répondras simplement « J'ai cessé d'obéir, j'ai recommencé à vivre. » Conclusion du chapitre 4, le serment de l'architecte. Tu n'es plus l'esclave qui endure, tu n'es plus le rebelle qui brûle. Tu es l'architecte, celui qui bâtit pierre après pierre le monde qu'il veut habiter. Ton ennemi n'est plus l'architecture de la rareté artificielle, c'est la peur qui te retiendrait encore de construire. Le vieux monde s'effondre sous son propre poids. Dans ses fissures, nous ferons pousser des forêts. Sur ces ruines, nous érigerons des lieux de vie, de partage et de lumière. Le chantier est ouvert.
Les plans sont tracés. Les co-architectes t'attendent. Avance, tourne la page et entre dans la dernière étape de ton initiation, le pacte. Le pacte des souverains. Tu es arrivé au bout de ce miroir. La dernière page se tourne, mais l'histoire, la tienne, la nôtre, ne fait que commencer. Regarde le chemin parcouru. Nous avons commencé par écouter ce cri étouffé, enfoui au fond de nos tripes. Ce murmure ancestral qui disait « Ça ne peut pas être ça, ma vie ». Nous avons osé lever le voile, celui de la rareté, et découvert la plus grande supercherie de l'histoire humaine. L'abondance existe, mais elle a été mise sous clé, verrouillée par une caste qui a fait de la rareté son arme de contrôle. Puis, nous avons vu les murs de la prison invisible. Pas des murs de pierre, mais de temps, de chiffres et de peur. Nous avons nommé les 3 chaînes. Le salariat qui siphonne nos vies, la consommation qui anesthésie nos âmes et la dette qui hypothèque notre futur. Nous avons vu le crime parfait, celui de 2008, quand les architectes de la prison furent sauvés par leurs prisonniers. Alors, nous avons forgé le manifeste de la valeur. Nous avons repris notre temps. Nous avons transformé la rage en discipline, l'impuissance en plan d'action. Nous avons appris à saboter nos dettes, à désactiver la haine de soi, à créer, produire et échanger sans chaîne. Et enfin, nous sommes devenus architectes. Nous avons compris que la liberté ne se reçoit pas, elle se bâtit. Sur 3 piliers, économique, biologique et psychologique, nous avons commencé à ériger une vie souveraine, une vie qui ne doive plus rien à un monde en ruine. Nous avons tissé les premiers réseaux de souveraineté collective, ces cellules d'entraide et de solidarité, les racines du monde qui vient. Ce livre n'était pas une lecture, c'était une désintoxication, une opération à cœur ouvert pour retirer le virus de la soumission de ton esprit. Le plus grand mensonge fut de nous faire croire que nous étions seuls dans nos dettes, seuls dans notre fatigue, seuls dans notre impuissance. Mais tu le sais désormais, l'isolement était la clé de leur domination, car un peuple divisé est un peuple vaincu, mais un peuple reconnecté est une force invincible. L'insurrection dont je te parle n'a pas besoin d'armes ni de drapeaux. Elle a besoin de millions de consciences éveillées, de Fernande et Angelino, libérés de la peur du lendemain, qui osent dire non, de Soltan et Rachel, qui partagent leur savoir-faire au lieu de le vendre, d'Athéna, symbole de sagesse, qui cultive les jardins du futur. Le vieux monde se meurt. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi naturelle. Une machine économique fondée sur le mensonge finit toujours par se dévorer elle-même. Il s'effondre, et c'est bien, car dans chaque effondrement se cache une naissance. Mais attention, la tragédie serait de laisser une nouvelle élite réécrire les mêmes règles, sous un autre nom. C'est pourquoi notre combat n'est pas fini. Il entre dans sa phase décisive. La bataille pour la narration est terminée. Nous savons que la rareté est un mensonge. La bataille pour la conscience est gagnée. Tu es réveillé et tu ne pourras plus jamais te rendormir. Mais la bataille pour la construction ne fait que commencer. Chaque micro-production que tu lances est un acte de guerre économique. Chaque heure de sommeil respectée est un sabotage biologique. Chaque non à l'injustice est un acte de souveraineté politique. Chaque réseau d'entraide est une cellule immunitaire du nouveau monde. Tu n'as pas besoin d'être un martyr, ni un héros. Tu dois juste être cohérent, fidèle à cette vérité nouvelle qui brûle désormais en toi. Tu es un être de valeur, né pour la dignité, la liberté et la création. Aucun système économique, aucune dette, aucun patron n'a le droit de t'enchaîner. Alors, je te pose une dernière fois la question, non comme un défi, mais comme une invocation. Qu'allez-vous faire de votre liberté retrouvée? La gaspilleras-tu dans les illusions de l'ancien monde? La laisseras-tu rouiller dans la peur du regard des autres? Ou en feras-tu le ciment du monde nouveau? Le pacte. Le pacte que je te propose est simple. Il ne demande ni serment, ni drapeau, ni signature, seulement un silence entre toi et ta conscience. Un serment muet, mais éternel. Je choisis de vivre libre et d'aider les autres à le redevenir. Et c'est ainsi que se scelle le pacte des souverains, le pacte de ceux qui ne se contentent plus d'espérer,
mais qui bâtissent. Je fais le pacte de ne plus jamais vendre mon temps, mais d'offrir ma valeur. Je fais le pacte de protéger mon énergie physique, mentale et spirituelle comme mon bien le plus précieux. Je fais le pacte de saboter toute dette qui menacerait ma souveraineté, car nul ne possède un être libre. Je fais le pacte de tendre la main, au moins à une personne de mon entourage, pour l'aider à retrouver son propre chemin vers la liberté. Je fais le pacte d'incarner ici et maintenant, par chacun de mes choix quotidiens, les valeurs du monde que je veux voir naître. L'aube est un choix. Frères, sœurs, le silence qui suit la dernière page est le plus bruyant de tous. C'est dans ce silence que tout se joue. Ce livre n'était pas un livre. C'était un coup de poing dans la vitre du monde. Et maintenant, debout parmi les éclats de verre, tu respires l'air froid et tranchant de la liberté. C'est l'effroi, c'est l'exaltation, le vertige de celui qui n'a plus de maître. Ils te croient encore endormi. Ils continueront de répéter « aie peur, manque, obéis ». Mais quelque chose a changé. Une faille s'est ouverte en toi. Cette faille, c'est la vérité. Et la vérité est comme un virus lumineux. Une fois qu'elle t'a touché, elle ne peut plus être effacée. Elle ronge les illusions. Elle dissout les chaînes. Elle reconstruit ton esprit à la mesure de ta grandeur. Tu n'as plus à détruire leur architecture de la rareté artificielle. Elle s'effondre d'elle-même sous le poids de son absurdité. Ton rôle est plus noble, construire l'abri pendant la tempête, allumer le feu dans l'obscurité. Regarde autour de toi. Les premiers feux s'allument déjà. C'est Athéna qui, ce soir, au lieu de s'anesthésier devant un écran, a commandé des graines et dessiné le plan de son premier jardin. C'est Soltane qui a échangé une réparation de moteur contre une étagère faite main, redonnant sens à la valeur. C'est Fernande et Angelino qui ont osé dire « Et si on créait une garderie coopérative ?» Ils ne manifesteront pas. Ils ne brandiront pas de pancarte. Ils construiront. Ils répareront. Ils connecteront. Ils cultiveront. Cette insurrection n'aura pas de chef, pas de logo, pas de drapeau. Elle aura 1 million de visages ordinaires. Elle sera souterraine, organique, irrésistible. Elle sera la somme de nos non silencieux et de nos oui courageux. Le plus grand lavage de cerveau fut de nous faire croire à notre impuissance. Mais regarde-toi, tu as lavé ton propre esprit de ce poison. Tu es déjà la preuve vivante que l'humanité renaît. Alors, quand le doute reviendra, et il reviendra, souviens-toi de la colère juste qui t'a traversé en découvrant le vol de ton temps. Souviens-toi de la clarté tranchante du moment où tu as vu les chaînes tomber. Souviens-toi de la puissance calme de ton premier acte de souveraineté. Tu n'as besoin d'aucune permission, seulement de ton propre consentement. L'aube ne se prie pas, elle se choisit, elle se construit, heure après heure, geste après geste. Chacun de tes choix est une pierre du monde à venir. Ce monde nouveau n'est pas ailleurs. Il porte ton visage. Nous sommes ce continent qui émerge, les éveillés, les insoumis, les architectes. Le vieux monde est un géant d'argile, et nous sommes la pluie. Goutte après goutte, nous le rendrons à la terre, pour que la vie puisse y repousser. Notre victoire est inévitable, car elle repose sur une vérité indestructible. La vie veut la vie. La dignité appelle la dignité. L'humanité veut s'accomplir. L'insurrection des consciences n'est pas un événement, c'est un processus vivant. Et tu en es désormais une cellule active, un neurone éveillé dans le grand cerveau collectif de l'humanité. Le livre est fini. Ton pouvoir commence. L'aube est un choix. Fais-le. Le devoir des éveillés. Merci. Merci à vous qui avez saisi ce livre, non pas comme une lecture, mais comme un miroir de votre propre puissance. À vous, les 99%, qui avez choisi de revendiquer votre temps, votre valeur, votre dignité. Votre rage, transformée en discipline, a éveillé le logos, la vérité. Notre aventure ne fait que commencer. La liberté individuelle est une victoire. La justice universelle est une loi, et elle s'imposera. Le moment n'est plus à l'action solitaire. Il est à la naissance d'un ordre nouveau, à la construction d'une législation intérieure. Le devoir des éveillés n'est pas une option. C'est un serment sacré.
Bâtir, transmettre, éveiller. Chaque geste, chaque mot, chaque choix. Une pierre, une flamme. Un monde à venir. Votre rage, transmutée en discipline, est devenue la force qui façonne l'avenir. La prochaine étape? La rédemption de l'humanité. Imaginez un monde où la faim, la guerre et la pénurie ne sont plus que des ombres d'un passé barbare. Imaginez un monde où chaque être humain possède un accès inaliénable à l'eau, à la nourriture, à la dignité. Ceci n'est pas un rêve. Ceci est notre loi. Le temps de la théorie est terminé. Le temps de l'incarnation est arrivé. Le temps de bâtir commence aujourd'hui. Fin du manuel de libération. Le livre 2, la loi de l'abondance. Le livre du Logos arrive prochainement.